Alors allons-y, j'ai mon anti-sèche, comme on dit. Alors, les objets, vous savez combien Serge est attaché aux objets. La façon de les fabriquer, la manière de les utiliser, c'est ce que l'on appelle habituellement les technologies au sens large. Je dis bien les fabriquer, les utiliser et pas uniquement l'objet en tant que tel. Ils constituent des marqueurs de l'humain, au même titre que le langage, les arts, comme la danse, la musique, et d'ailleurs nous venons d'avoir une démonstration comme quoi, en dehors du chant, il n'y a pas de musique sans objet, sans instrument de musique. Et ces objets, plus quelques restes de squelettes, restent les seuls aux préhistoriens pour nous raconter notre histoire longue. Et ça, tu le sais, Serge, tu as été un fanatique de Leroi-Gourhan, que nous avons tous, enfin certains d'entre nous, eu beaucoup de plaisir à lire. Et alors les technologies, et je te cite, Serge, à nouveau, changent nos relations à nous-mêmes, avec les autres, aux images, aux apprentissages. Il n'est que de regarder la façon dont un jeune enfant apprend les objets et s'apprend lui-même par le jeu avec les objets. Et ses erreurs, recherche de l'approbation, puis recherche de l'approbation par ses proches, indispensable à la mémorisation de son apprentissage. Et ton approche 3, 6, 9, 12 est bien dans cette logique, nous rappelant qu'il y a des âges pour apprendre et faire, et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Alors la société crée les technologies, et les technologies modifient les sociétés dans un mouvement circulaire, celle consistant, dirait, les anglo-saxons, aussi anciens que l'émergence humaine. Ceci veut dire qu'une technologie ou un objet n'existe que s'il est utilisé par les humains. Quelqu'un peut avoir une pensée à lui-même, qui reste lui-même, ou quelques mathématiciens peuvent ensemble comprendre un théorème en étant très peu nombreux. Une technologie qui n'est pas utilisée largement socialement n'existe pas. Alors, l'Académie des technologies, que tu m'as fait l'honneur, Serge, de représenter ici, met cette dialectique société et technologie en première priorité. Et c'est d'ailleurs la raison de la présence d'historiens, de juristes, de sociologues et plus encore de cognitivistes et de psy dans notre compagnie. Et j'y reviendrai, c'est bien la raison pour laquelle, Serge, nous t'avons élu. Alors nous savons aujourd'hui que le cerveau humain fabrique l'humain par le corps. C'est le cerveau qui voit le corps, qui sent le corps, qui agit le corps, la raison, les affects, et les affects dans des interactions permanentes. Et la technologie, les objets, la façon de les faire, de les utiliser, possède ces trois dimensions. Elle ne peut pas se limiter à la seule dimension matérielle. D'ailleurs, Serge, tu nous l'enseignes à nouveau, en particulier avec l'attention que tu portes aux dimensions immatérielles portées par ces objets matériels, ou poussant ces objets matériels, cette dimension virtuelle qui croît rapidement avec les technologies de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, tu l'as écrit dans « Comment l'esprit vient aux objets », et je dirais de plus en plus aujourd'hui. Alors, donc pour vous faire sourire, il est bien évident qu'enfoncer un clou avec un marteau, c'est un outil, c'est un objet, génère moins d'émotion qu'un jeu vidéo haletant. Et nous voyons justement cette virtualisation des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que les technologies et les objets, je mélange exprès les deux, sont des médiatrices ou des médiateurs qui créent simultanément et des liens et de la distance. Et à travers ta participation active au cahier de méthodologie créé par Régis Debray, tu as exploré cette médiation par les objets, depuis le doudou du jeune enfant, ou le téléphone portable que nous admirions tout à l'heure, jusqu'au monument aux morts. Dans un double mouvement, ils permettent de mémoriser et en même temps d'oublier. Leur dimension matérielle permet aussi une appropriation par le corps. Alors, un retour en arrière permet de mieux comprendre la dimension disruptive des nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Dans les temps préhistoriques, l'information circulait oralement et visuellement d'un individu à l'autre, ou à d'autres, mais dans un groupe. L'écriture, qui est une invention incroyablement récente par rapport aux 200 millions ou 300 millions d'années de l'existence de l'Homo sapiens, fut la première technologie matérielle de mémorisation et de transmission, une sorte d'intermédiaire de l'humain avec l'humain, intermédiaire matériel, technique. Et comme nous l'a expliqué Stanislas Dehaene, le cerveau n'était pas câblé pour cela, et sa plasticité fut mise à profit et à rude épreuve quand on se souvient de la façon dont on a appris à lire et à écrire. Mais cette technologie est entrée en forte résonance avec toutes les dimensions humaines, et en particulier le champ émotionnel. Évidemment, les romans en sont un exemple parfait. Alors on pourra me dire, il y a le contenu et le contenant. Le livre, le papier, l'écriture, l'impression, c'est le contenant et le contenu. Je crois que c'est un débat qui est aussi stérile, que l'inné et l'acquis. Les deux sont en interaction permanente, mais certes, tu pourras pas être d'accord avec moi là-dessus, ce sera intéressant. Alors, les inventions de l'ère industrielle ont allégé progressivement la peine des hommes avec la médiation des machines. Le prolongement, je parlais du marteau, eh bien, il y a eu le prolongement, les outils sont devenus de plus en plus sophistiqués pour diminuer la peine pour augmenter la sécurité. Le transport instantané de l'information par les ondes apporta, lui, une formidable accélération du processus ouvert par l'écriture, en particulier avec le son, puis les images. Ces dernières, grandes captatrices d'attention, posèrent et posent des problèmes d'addiction pour des adolescents et des adultes, mais aussi de développement des enfants sur lequel tu as apporté des contributions importantes. Et je crois que, et j'y reviens tout à l'heure, ces technologies étaient encore one way, sens unique, du producteur au lecteur, du producteur à celui qui regarde. Les TIC ont apporté une formidable innovation avec l'interactivité, d'abord avec les jeux vidéo sur lesquels tu t'es penché. Dans Rêver, Fantasmer, Virtualiser, tu abordes ce sujet en soulignant que la virtualisation induite par l'objet technique et le feedback, si je puis dire, l'objet technique qui est l'écran, risque de rompre l'équilibre entre le réel et le virtuel, tous deux essentiels pour le fonctionnement psychique. Alors cette interactivité, radicalement nouvelle, elle a 15-20 ans, au-delà des réseaux sociaux, ouvre sous nos yeux de nombreux domaines, comme les assistants vocaux, apportant à la fois risques et opportunités. Je te paraphrase à nouveau, risque, une captation sans limite des données familiales, en particulier via les enfants qui peuvent y trouver un écoutant répondant à leurs désirs, un miroir d'eux-mêmes, mettant l'autre réel à distance. Opportunité, évidemment, une maîtrise accrue et simplifiée des outils numériques. D'où ce que tu nous as appris aussi, cette nouvelle technique, plus intrusive, va demander une vigilance plus indispensable. Pour finir, tes travaux sur les robots humanoïdes, où via l'interactivité, la tentation est grande de s'identifier à nouveau par effet miroir à la machine, d'y chercher de l'empathie et de l'intelligence, ouvre de nombreux fantasmes, vigilance à nouveau, mais certainement pas rejet. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans ton travail, et l'expérimentateur que je fus et le technologue, c'est une alliance formidable entre l'expérience et la théorie. Une approche pragmatique sur laquelle tu réfléchis, tu construis des modèles, tu les modifies au fur et à mesure, ce qui peut changer d'ailleurs avec certaines approches de gens de ton métier qui étaient purement théoriques. Alors, Serge, j'ai-il donc besoin de rappeler l'importance de tes contributions sur des sujets au cœur des préoccupations de l'Académie des technologies. Avant de t'élire, tu as répondu positivement à l'aide que nous t'avons demandée comme expert extérieur, et évidemment, bien logiquement, très rapidement, nous avons souhaité que tu rejoignes notre compagnie. Tu nous apportes ta compétence pour chercher la juste voie, je
je dis bien chercher, la juste voie entre la technophobie proclamatrice, impuissante, et la technophilie irresponsable, car isolée des réalités, en particulier des plus profondes, tant de l'individu que de la société. Quand je dis les plus profondes, c'est que, bien entendu, et tu l'as souligné très souvent, les objets nous sollicitent bien au-delà de ce que nous sommes capables d'échanger, de ce que nous sommes capables de dire ou capables de prendre conscience. Un grand merci de nous avoir rejoints à l'Académie. Merci Yves, merci beaucoup, mais de mon côté, j'ai trouvé que l'Académie était très courageuse de m'admettre. C'était une manière pour les membres de l'Académie des technologies de reconnaître que la relation qu'ils avaient eue jusque-là avec les objets technologiques qu'ils fabriquent, qu'ils commercialisent, qu'ils conçoivent, que c'est la relation qu'ils avaient avec ces objets ne rendait pas compte de l'intégralité des usages qu'on pouvait en faire. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était un changement de regard, probablement, pour beaucoup d'académiciens, dû au fait que quand on fabrique une maison, une torpille, je sais pas, une centrale nucléaire, on se pose pas tellement la question de la relation affective que l'usager aura avec l'objet. Mais quand on fabrique un robot capable de parler comme un humain, ou simplement un robot conversationnel, à ce moment-là, c'est très très important de se poser cette question. Donc je crois que voilà, il y a eu une vraie évolution dans la conception des choses de la part de l'Académie pour admettre un psy. Alors je voudrais dire juste un petit mot rapide. Moi en fait, je suis parti de la lecture de Roi-Gourand, tu as tout à fait raison, et je me suis dit, mais il manque quelque chose dans le Roi-Gourand. Le Roi-Gourand dit très bien comment l'être humain projette l'ensemble de ses compétences dans des objets technologiques. Mais les choses en restent là. Bon, c'est déjà énorme, mais je me suis dit, mais en psychologie, ce qu'on sait, c'est que l'être humain projette aussi ses pensées, ses émotions, ses sentiments chez ses proches, chez ses enfants, chez ses compagnons, compagnes, amis. Et pourquoi il le fait dans la vie courante? La psychologie nous l'apprend bien. Eh bien, pour que nos compagnons, compagnes, enfants gèrent ce qu'on met en eux pour qu'on puisse un jour se réapproprier de manière moins toxique. On attend de nos proches qu'ils nous permettent de prendre du recul par rapport à des choses qui nous dépassent, en le déposant en eux, puis on attend qu'ils le mûrissent, s'ils en ont la capacité, pour nous le restituer. Je me suis dit, c'est la même chose avec les objets technologiques. Nous projetons sans arrêt nos compétences intellectuelles, mais aussi mais mentales de plus en plus, de façon générale. L'idée que puisse avoir un robot conscient, par exemple. Mais de la même manière, il faut prendre en compte le fait qu'on attend des machines qu'elles nous éclairent sur nous-mêmes. Donc déjà, il y a une réciprocité. Et puis même peut-être un jour que les machines ayant réussi à mettre en forme mieux, même que nous, certains aspects de notre humanité, nous puissions les réintégrer à l'intérieur de nous sous la forme de machines. Et c'est toute la question du métissage homme-machine qui est aujourd'hui extrêmement cruciale. Voilà. Donc je pense qu'inévitablement, après la période où l'être humain a projeté ses compétences dans des objets, en peaufinant ces objets pour qu'ils deviennent de plus en plus performants, viendra inévitablement le moment où l'être humain mettra à l'intérieur de lui des objets technologiques de plus en plus performants dans l'espoir de l'aider à être un peu plus lui-même. Alors avec des dérives, avec des échecs, avec des quiproquos voilà, normaux dans toute transformation majeure. Mais je pense que c'est inévitable. Mais est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est pas un mouvement qu'on a déjà observé? Bon, quand on fait du vélo, on apprend à faire du vélo. Une fois qu'on sait le faire, on l'a complètement intégré. On a le vélo dans le cerveau, les grosses machines, etc. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est effectivement, c'est qu'on atteint cette fois-ci toute la sphère de l'information immatérielle qu'on va intégrer. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que toute technologie, tout objet technologique est comme Janus. Il y a l'ombre et la lumière. Et donc, les pessimistes voient que l'ombre, les technophiles voient que la lumière. Et justement, là, je pense que ton apport dans notre compagnie, c'est de nous aider justement à accepter ça et à le regarder sans non plus condamner à l'avance, parce qu'il y a des gens qui condamnent à l'avance. Et c'est là aussi où ton pragmatisme nous est très utile, parce que ça ne sert à rien de condamner à l'avance tant qu'on n'a pas vu. Oui.
Mais je pense qu'on va vous remercier beaucoup pour cet échange et vous applaudir.